Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques par le cabinet d'avocats Lando Associés pour VK. On va parler de répartition intercommunale des sièges dans quelques secondes, mais tout de suite les brefs de la semaine avec au JO de nouvelles mesures concernant les fonctionnaires stagiaires et le théâtre de Limoges qui nous dit que l'administration d'accueil est tenue d'intégrer un agent maintenu en détachement au-delà des 5 premières années. Autre type d'agent ou de collaborateur des services publics, c'est la notion de personne chargée d'une mission de service public, notamment dans la définition de l'infraction de l'outrage envers ces personnes. Eh bien, la Cour de cassation vient de donner une extension large à cette notion, y compris donc des gardiens d'immeubles, et le Conseil d'État, de son côté, a estimé que l'État n'était responsable que pour faute lourde pour le contentieux des juridictions, ce qui n'est pas nouveau, sauf délai de rendu de jugement ou d'arrêt, mais que cette faute lourde est exigée également pour l'à côté, qui est par exemple la question d'aide juridictionnelle. Autre type de juridiction, les juridictions financières. Elles ont un conseil supérieur sur les nominations en l'espèce de président de chambre régionale ou territoriale des comptes. Est-ce que cette espèce de conclave peut, en son sein, créer un saint des saints? Réponse du Conseil d'État, oui, tant que la messe n'est pas dite, mais pas de messe basse et principe d'égalité à respecter. En matière d'eau, on a eu la nouvelle loi, la DGCL a du coup mis à jour sa FAQ sur ce point. Bon, il y a, entre nous soit dit, pas énormément de détails dedans, mais bon, c'est bon à savoir. Moins près de notre quotidien, mais peut-être s'approchant de notre futur, un pays, les Émirats Arabes Unis, alors c'est certes pas le régime parlementaire le plus exemplaire, mais ce qui est intéressant, c'est que ce pays va utiliser l'IA pour rédiger ses lois, et même pour identifier des points sur lesquels des améliorations pourraient être faites et suggérer les rédactions de ces formulations. C'est... diable. Et puis en matière d'urbanisme, vous savez qu'il y a énormément d'évolutions sur les régularisations possibles en contentieux de l'urbanisme. Quelles doivent être les vérifications par le juge sur ces mesures de régularisation versées au débat suffisantes ou pas? Réponse par le Conseil d'État. Voici ici les références. Et puis les mini-brèves, que voilà. Mais passons à notre grand dossier, répartition intercommunale des sièges, enjeu des prochains mois. En effet, si vous ouvrez votre CGCT et que vous allez à l'article L5211-6.1, vous allez connaître les règles de répartition intercommunale des sièges dans les EPCI à fiscalité propre, non sans avoir passé quelques mauvais moments, quelques consommations de café et de cachet l'aspirine. Bien. Et puis tout d'un coup, vous allez voir, au grand 7, que c'est au plus tard le 31 août de l'année précédant les élections municipales générales que l'on peut, le cas échéant, convenir d'un accord amiable dans les communautés de communes ou d'agglomérations. Communautés urbaines et métropoles ont des règles légèrement différentes. Et à cette occasion-là, eh bien, on va se reposer la question de la gouvernance et puis plus largement, et évidemment, de l'ensemble des équilibres politiques au sein d'un territoire. Les règles en la matière ne permettent pas d'ailleurs les mêmes accords amiables qu'il y a quelques mandats. Souvenons-nous, au tout début, les accords amiables pouvaient permettre beaucoup de choses surprenantes. Ce n'est plus le cas. Voici ici un graphique fait par notre cabinet qui rappelle les grandes étapes de répartition des sièges et un autre graphique, n'hésitez pas à mettre sur pause, qui donne les règles d'accords amiables. On a fait d'ailleurs, notre cabinet, une application gratuite sur Apple, alors uniquement pour ordinateur sur Apple, pour la répartition des sièges, mais c'est la répartition de base. D'une manière générale, ce que font la plupart des territoires, et ils ont bien raison, c'est d'aller voir les deux grandes associations, Intercommunalité de France et AMF, qui ont mis en place leurs propres outils, gratuits pour les adhérents, de calcul des différentes solutions possibles. Et surtout ceci justement, posons quelques questions à Intercommunalité de France et également à mon frère associé Yann. Bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 Eh bien, première question, quelles sont les règles de majorité déjà à avoir à l'esprit en intercommunalité? En matière d'intercommunalité, il y a, plusieurs règles, mais là, celle qu'on rencontre presque tout le temps, c'est évidemment la règle de la majorité qualifiée, qui suppose que le nombre de décisions majeures, comme la révision des statuts par exemple, ou une prise de compétence,
nécessite une délibération à la fois du conseil communautaire, donc la majorité simple, et ensuite la majorité qualifiée des membres, qui représente au moins 2 tiers des communes, représentant au moins la moitié de la population, et la commune la plus peuplée si elle représente plus du quart de la population, ou l'inverse, c'est-à-dire la moitié des communes représentant les 2 tiers de la population, et toujours la même condition pour la commune la plus peuplée. Après, il existe d'autres règles de majorité, comme pour l'intérêt communautaire, par exemple, avec la règle des 2 tiers du conseil communautaire. Et pourquoi faut-il délibérer avant le 31 août? Ou au plus tard, le 31 août? Alors, depuis 2 mandats municipaux, le principe est que la répartition des sièges entre les communes au sein d'un conseil communautaire ou métropolitain est davantage encadrée, avec un principe, une répartition qui peut s'appliquer de plein droit et une possibilité, sous condition, d'avoir une répartition dite basée sur un accord local. Être fondée sur un accord local permet de vous répartir différemment les sièges entre les communes. Et c'est en ce moment que ça se joue. On voit la chose avant chaque nouveau mandat, hein. Il s'agit pour les communes de délibérer avant le 31 août de l'année qui précède, donc 31 août 2025, pour être suffisamment à temps, le préfet lui-même devant prendre l'arrêté fixant la répartition des sièges avant le 31 octobre. Et tout cela pourquoi? Parce qu'il est impératif de tenir compte des évolutions de la population en vue des prochaines élections. On est donc sur l'idée que pour des élections qui là auront lieu en mars 2026, les choses soient définies de façon suffisamment tôt pour que les élections puissent se préparer, et spécifiquement dans le cadre des communes de 1000 habitants ou plus, qui ont le système dit de fléchage, avec une élection avec un système de double liste, où une partie des candidats au conseil municipal sont fléchés pour être candidats au conseil communautaire. Et on rappellera à cette occasion que la future loi qui changera le mode de scrutin pour les moins de 1000 habitants n'a toujours pas introduit ce fléchage dans cette strate. Et on peut rappeler à cet égard que cette règle de répartition des sièges entre les communes s'applique quelle que soit la composition de l'intercommunalité, y compris s'il n'y a que des communes qui font moins de 1000 habitants. Mais quelles sont les règles appliquées alors? On ne va pas rentrer dans tous les détails de l'article 51.6.1 qui est costaud, indigeste, dirons-nous. Mais le principe est qu'on doit de toute façon, en tout cas si on veut atteindre un accord local, et je dirais même sans atteindre un accord local, il est toujours bon de se projeter et de savoir où on va. L'idée est dans cet article d'identifier déjà dans quelle strate on se trouve en termes de PCI, ce qui nous donne un nombre de sièges à se répartir, qui vont être répartis à la proportionnelle à la plus forte moyenne, en fonction de la population donc, des communes, en prenant donc les populations initiales. Sur cette base-là, donc chaque commune va disposer, enfin chaque commune pourrait disposer de sièges. Certaines justement risquent de ne pas avoir de siège à cette occasion, et on va leur attribuer un siège qui est le siège de droit, je dirais, pour chaque commune qui n'a pas bénéficié de cette répartition. Si une commune dispose ensuite de plus de la moitié des sièges d'ailleurs, eh bien, on va avoir un phénomène un peu d'écrêtement, on va dire, puisqu'on va lui trouver que la moitié des sièges arrondis au chiffre inférieur, et répartir ensuite ce reliquat entre les communes, une nouvelle fois, sur le mécanisme de la répartition en proportion à la plus forte moyenne. Et ensuite, on va avoir différents mécanismes d'ajustement, certains automatiques qui vont venir s'appliquer, puisque si le nombre de sièges ajoutés représente plus de 30% des sièges initiaux, ce qui peut tout à fait se rencontrer si on est sur des territoires où il y a eu beaucoup de sièges ajoutés aux communes qui n'avaient pas eu bénéficié de la répartition. Ça peut arriver sur des grands territoires où il y a des grandes disparités de population. Eh bien, on aura un ajout automatique de 10% de sièges qui vont se répartir là aussi à la proportion de la plus forte moyenne, sauf en communauté urbaine et métropole où là, il n'y a pas de majoration, mais il y aura recours possible à une majoration souhaitée de 10% des sièges. Et puisqu'effectivement, là, c'est pas vraiment l'accord local en tant que tel, mais on peut avoir un souhait, pour ceux qui n'ont pas eu du coup cet ajout automatique de 10%, la possibilité du coup d'opter pour cette majoration de 10% de sièges de plus, qui feront l'objet là aussi de la répartition selon des règles qu'elle fixe. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce travail-là, eh bien, on a une première base du coup qui nous permet de déroger éventuellement à cette répartition qui là est notre répartition, je dirais, normale, en ayant recours là à un accord amiable
mais les règles de l'accord amiable aujourd'hui sont beaucoup, beaucoup plus contraignantes depuis la réforme post-jurisprudence du Conseil constitutionnel commune de Salbris. Et c'est là où on va retrouver du coup, la nécessité de travailler sur ces répartitions. Et là, le mieux, c'est de s'appuyer clairement sur les outils qui sont mis à disposition par les meilleures associations qui soient. Euh, et, euh, et sur cette base-là, si on veut ensuite du coup recourir à l'accord amiable, on va retrouver du coup notre délibération à prendre avant septembre. Ça suscite plein de questions. Quelles sont les principales de celles-ci qui vous sont posées à Intercommunalité de France? Celle qui revient le plus, en tout cas, c'est celle de savoir si le conseil communautaire doit également délibérer pour approuver un accord local. Sur ce point, la loi est très claire. Cette délibération n'est pas exigée. Toutefois, elle peut être la bienvenue politiquement, mais elle n'aura pour autant pas de portée juridique. Une autre question qui revient également est celle de savoir si le conseil communautaire et les conseils municipaux des communes membres doivent délibérer lorsque celles-ci s'entendent sur une répartition de droit commun, donc hors accord local. Sur ce point, de nouveau, ces délibérations ne sont pas exigées. L'arrêté préfectoral peut intervenir et constatera l'absence d'accord local et conclura une répartition des sièges de droit commun. Toutefois, de nouveau, les conseils communautaires et les communes membres peuvent délibérer pour entériner finalement leur accord commun. Et enfin, il y a une dernière question qui revient, et celle de savoir quelle est la durée de validité de l'accord local. Et sur ce point, l'accord local va être valable pendant toute la durée de la mandature, sans possibilité de revenir dessus. Il y a quelques situations toutefois qui nécessitent de redéfinir la composition du conseil communautaire. Elles sont au nombre de 4. La première est celle de la création d'une nouvelle communauté. Il y a ensuite la situation de la fusion de plusieurs communautés entre elles, celle de l'extension de périmètre et enfin la fusion-extension. Et avec quels effets politiques? Dans le passé, ils furent importants, désormais moins, mais avec quels effets politiques? Par le passé, on avait beaucoup de liberté au niveau des accords locaux qui nous permettaient d'avoir des équilibres habiles entre les communes rurales et les communes les plus peuplées, de pouvoir aussi plus facilement gommer des aspérités où on avait parfois par les mécanismes, et on a encore aujourd'hui par le mécanisme de répartition, c'est la formule mathématique qui veut ça, mais parfois des communes qui sont psychologiquement dans la même strate de population n'ont pas forcément toujours le même nombre de sièges. Parce qu'une a juste 15 habitants de plus, en réalité, elle aura peut-être un siège de plus. On arrive encore à gommer un petit peu certains de ces problèmes avec les règles actuelles des accords locaux, mais ça reste quand même très limité. Alors que par le passé, on pouvait faire vraiment beaucoup de choses là-dessus pour retrouver un équilibre qui correspondait au territoire. Il est arrivé aussi qu'on fasse, dans certains cas, des simulations peu en mode boule de cristal, qui prennent en compte aussi les résultats des anciennes élections, en se projetant un peu sur ce qu'on attend des prochaines élections municipales, et c'est là où il y a un côté boule de cristal, pour voir aussi ce que peuvent donner cette répartition de droit commun et les accords locaux en termes de place politique entre les majorités, l'opposition. Ça a pu donner des choses étonnantes, puisque dans certains territoires, ça avait permis d'aller plutôt vers tel accord local possible plutôt que tel autre accord local possible, parce que ça jouait à 1 ou 2 sièges près sur les équilibres politiques en faveur ou non de telle ou telle majorité. Aujourd'hui, c'est moins vrai avec les mécanismes des accords locaux plus encadrés aujourd'hui, mais ça demeure tout de même une possibilité. Parfois, ça nous est demandé. Après, que donneront réellement les élections l'année prochaine, c'est encore un autre débat. Mais tout ça montre qu'il y a une politisation qui est venue aussi, c'est indépendant un peu des accords locaux, mais par les mécanismes aujourd'hui aussi qui ouvrent des places par le mécanisme de représentation dans les conseils communautaires, également à l'opposition municipale. Voyez-vous à ce sujet un point d'attention à retenir? Oui, c'est la souplesse qui est permise par la jurisprudence du Conseil constitutionnel de 2015 et qui concerne la situation des communes qui, hors accord local, se verraient attribuer un seul siège dans le cadre de la répartition à la proportionnelle. Dans le cadre d'un accord local, ces mêmes communes peuvent se voir attribuer un second siège, quand bien même cela pourrait faire de les surreprésenter au sein de l'intercommunalité, enfin, surreprésenter leur siège au sein de l'intercommunalité, pardon.
et 2, quand bien même cela a également pour effet de sous-représenter les autres communes et donc autrement dit de détériorer leur ratio. Là, le raisonnement qui était suivi par le Conseil constitutionnel en 2015, c'était la volonté de permettre d'améliorer finalement la représentation de ces communes qui se verraient quand même attribuer un siège hors accord local dans le cadre de la répartition à la proportionnelle. Et quels équilibres communes membres et intercommunautés visent-elles pour la future gouvernance intercommunale, usuellement? Alors, nous avons remarqué dès la précédente mandature, et ça se confirme en ce moment au gré du service d'accompagnement juridique qu'on fournit aux intercommunautés adhérentes, qu'il y a à peu près quelques grands scénarios qui se dégagent dans ce qui est souhaité en ce moment dans la préparation des délibérations municipales qui doivent intervenir avant septembre. Premier scénario qui peut être voulu, c'est d'avoir un accord local qui a pour effet de favoriser davantage les communes qu'on va appeler comme étant de strates intermédiaires démographiques, plus que ne le fait la répartition prévue en l'absence d'accord, qui, comme l'a rappelé Yann Landau, a pour effet de remonter un petit peu les communes les plus peuplées et surtout de tasser, on va dire, ces communes de strates intermédiaires. Or, il existe, vous les connaissez, des communes qui sont de ces strates dites intermédiaires qui, dans une intercommunauté, peuvent avoir un rôle dans l'organisation territoriale ou autre qu'il s'agit de prendre en compte. Et donc, ce premier scénario a cet objet-là. On a remarqué également une deuxième tendance qui est qu'on souhaite reporter la répartition des sièges qu'on connaît actuellement, qu'on connaissait donc sur la mandature qui prend fin. Ça, c'est quelque chose qui se dégage assez souvent pour différentes raisons, des raisons politiques, des raisons aussi où l'on voit ce que cela a donné sur les différentes incidences de répartition des sièges, vice-présidence autorisée, ainsi de suite, la répartition des sièges convient. Il faut quand même vérifier que cette répartition actuelle est toujours envisageable avec les nouvelles populations municipales qui ont pu créer de nouveaux équilibres démographiques au sein de l'intercommunalité. Troisième objectif qui peut être poursuivi, c'est on délibère au sein des conseils municipaux, et on peut aussi délibérer au sein du conseil communautaire, comme l'a expliqué Julie Cotel, pour dire qu'on retient la répartition qui s'appliquerait en l'absence d'accord. C'est une façon de cranter les choses, de commencer à préparer aussi la prochaine mandature, et parfois c'est y compris demandé par certaines préfectures qui comme ça s'appuient sur les délibérations pour prendre ensuite l'arrêté préfectoral. Quatrième scénario, à l'inverse, les communes ne délibèrent pas parce qu'elles savent qu'aucune hypothèse n'est envisageable pour l'accord local. Ça, c'est le fruit de ces règles qui se sont complexifiées et qui font que dans certaines configurations territoriales, on va dire, c'est-à-dire nombre de communes, répartition des habitants entre chacune, il n'y a pas de répartition de sièges qui permettent de correspondre à ces différents critères prévus par l'accord local. Et puis, cinquième scénario que nous avons constaté, il y en a peut-être d'autres, mais qui c'est dans les grandes trames, c'est un scénario qui est un peu moins courant, mais qui peut consister à donner un nombre de sièges moins important à chacune des communes que ce que l'accord local prévoirait. Alors ça, c'est plutôt rare, mais ce sont les cas d'intercommunalités qui comptent un nombre de communes assez peu élevé, et ces différentes communes sont assez peuplées. Ce qui fait que par rapport à la répartition hors accord, elles ont pas mal de sièges à répartir. Et il y a pu y avoir des choix où on préfère avoir une composition du conseil communautaire un peu plus réduite. Et c'est donc l'objet de ce cinquième scénario. Plus largement, ceci est à penser en termes de pacte de gouvernance en réalité. Oui, alors évidemment, là aussi, il y a toujours un aspect délicat d'anticiper ce que sera la configuration du conseil communautaire l'an prochain. Mais il ne faut pas s'arrêter en termes de gouvernance au seul conseil communautaire. L'enjeu est aussi de réfléchir à quelle représentation on veut mettre en place au sein du bureau. Est-ce qu'on a une stratégie d'un bureau élargi, restreint, on n'est pas que limité par les vice-présidents, on peut aussi étendre à d'autres membres, ce qui peut avoir aussi des incidences d'ailleurs si chaque commune est représentée, on peut aussi éviter la mise en place de la conférence des maires, mais au contraire, ça peut être un souhait d'avoir cette conférence des maires justement pour avoir une dimension plus politique et laisser au bureau une approche plus technique. Tous ces éléments peuvent faire l'objet d'ores et déjà de réflexion.
même si évidemment on ne peut pas engager aujourd'hui la communauté sur des décisions qui sont à prendre l'année prochaine après le renouvellement. Mais ça fait partie probablement des débats qu'il faut anticiper, qu'il faudra avoir de toute façon l'année prochaine, en tout cas, pour redynamiser aussi la vie politique de la communauté. Et évidemment, ça doit nous conduire aussi à toute la réflexion sur l'élaboration du pacte de gouvernance, mais au-delà aussi, en début de mandat, sur ce qu'est la communauté, son rôle, voire même relancer toute la réflexion sur ses profils de compétences. Mais là, je m'éloigne largement des questions de pure gouvernance. Mais ça fait partie quand même de comment faire vivre la relation commune-communauté. Allez, un petit mot de conclusion du côté de l'Interco-de-France ? Oui, alors n'hésitez pas à continuer à nous consulter pour qu'on vous accompagne et qu'on vous renseigne sur la validité des éventuels accords locaux que vous pressentez pour la prochaine mandature. Et puis cet accompagnement que tous, différentes structures, nous faisons, c'est également une façon de partager un peu les pratiques et puis de voir comment chacune d'entre vous vous projetez dans la préparation du prochain mandat, que ce premier exercice constitue déjà un peu. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Et au revoir. Merci, au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques parlant de l'associé pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.